Cet anime commence par un délavage exceptionnellement gras qui englobe une tendre fièvre de merde à l'intérieur de son corps ainsi qu'à l'extérieur. À cause de cela, il subit des brimades tout le temps et en effet, après avoir fermé ses portes dans un autre monde, il reste un lamentable lessivage et au milieu de la famine qu'il ne cessait de ressentir, il y est allé et a volé un produit naturel, ce qui l'a fait s'élever du niveau comme s'il utilisait un hack, le rendant exceptionnellement efficace et le rendant très mince et charmant, l'amenant à attirer différentes sortes de jeunes femmes et d'animaux. Tout commence avec notre héros à l'école, effrayé par ses camarades de classe. Dieu, agissant comme un éducateur dans une salle de classe, a dit à chacun de faire des groupes et de faire en sorte qu'ils restent ensemble bien ensemble, car ils seront tous transportés dans un autre monde et là ils seront des héros. Dieu donne à chaque étudiant une aptitude distinctive et la capacité d'examiner le statut des autres. Et quand le statut de notre héros a été vérifié par un camarade de classe, tout le monde a commencé à se moquer de lui car cet homme a les mêmes idées qu'un insecte souterrain. Cela a amené tous ceux qui ne l'aimaient pas à s'attendre à ce qu'il rejoigne son groupe. Ainsi tout le monde, à l'exception du cas particulier de notre héros, a été transporté dans un autre monde. Sans aucun doute, notre putain de gros a été évacué derrière. Et en prison, il est gros. Il est vraiment gros. Dieu, réalisant que notre héros avait été éliminé, voyant qu'il était un individu indésirable et un véritable échec, s'y rendit et décida de donner à notre héros une capacité spéciale supplémentaire. Et plutôt que de le renvoyer et de le laisser vivre sa vie typique, pitoyable, découragé, grosse et grasse, il y est allé et l'a envoyé seul dans l'autre monde. Et contrairement à tous ses compagnons, notre héros a fini par atteindre une forêt. Actuellement, je ne sais pas si Dieu a fait une différence pour lui, ni si Dieu a fait une différence dans la ruine. Et après avoir passé 5 jours dans cette forêt, la famine de notre protagoniste a commencé à s'étendre de plus en plus. Et il est clairement resté en forme grâce à la graisse que possède son corps. Mais cela ne l'a pas empêché d'avoir faim. Et au milieu de la perte d'espoir, il a tenté de manger un ver qu'il a vu s'écraser sur le sol. Mais récemment, notre gros saint a veillé à capturer le ver, quelque chose a rebondi hors des buissons et s'est aventuré dessus. Et alors qu'il était allongé sur le sol, notre front a vu un produit naturel et l'a rapidement ramassé. Il l'a évalué et a découvert qu'il s'agissait du soi-disant produit naturel du progrès, mais il n'avait aucune autre donnée sur ce produit naturel. Affamé, il a rapidement mangé le produit naturel au goût terrible. Et comme le titre du produit naturel était le produit naturel du progrès, il pensait que cela deviendrait solide ou quelque chose du genre. Et après avoir mangé, il a écouté une voix lui demandant d'adopter le produit naturel. Surpris, il demanda que le produit naturel soit actionné, mais rien ne se produisit. Alors il se leva et partit chercher de la nourriture. En avant, il a rencontré un rassemblement de singes. Et lorsqu'il vérifia ses mesures, il constata que ces singes étaient de niveau 120, ayant un caï plus élevé que le sien. Vraiment, un singe avec un grand caï. Sans savoir quoi faire et affamé, notre héros avait besoin de manger un champignon qu'il avait trouvé, mais il n'avait pas suffisamment de données sur ce que faisaient ces champignons. Quoi qu'il en soit, ce crétin l'a quand même mangé. Et aussitôt il tomba à terre, plein de tourments. Et s'adressant à toute la population du gras alors qu'il était sur le point de mourir, il a choisi de passer à autre chose en mangeant, étant la légende de tout le gras. Il a donc mangé le reste du produit naturel de son avancement et s'est rapidement senti supérieur. Il a également obtenu une résistance au danger et sa classification s'est élargie. Mais quelque temps récemment, il semble célébrer son ascension de niveau, il a été agressé par un singe brillamment. Il a réussi à lui faire du mal, et à cause de ce mal, il a immédiatement bu l'un des élixirs de récupération qu'il avait volé. Ce faisant, CJ se releva et tenta de défier le singe, mais comme le ministre était lui aussi solide, notre héros fut une fois de plus battu. Heureusement, récemment, le singe a semblé le manger, il l'a senti sous le bras de notre héros et a fini par mordre la poussière. Oui, prison, notre héros y intègre une capacité que Dieu ne lui a pas délivrée, qui est son fait d'or, compétent pour assassiner en effet une créature. Après sa mort, le singe s'est transformé en objet, et notre héros, en ramassant ces objets, a acquis des capacités modernes. Parmi les choses, il y avait un livre presque brillamment sur les singes, et CJ fut étonné de pouvoir en examiner le contenu. C'est à ce moment-là qu'il réalisa que l'expertise extraordinaire que Dieu lui avait donnée, en réalité, était la capacité de parcourir les choses. Et de nulle part, une voix lui fit savoir que l'avancement commençait, CJ n'avait aucune idée de ce qui se passait, et il commençait juste à ressentir une parcelle de tourment. Et lorsque le tourment s'est atténué, il s'est levé et s'est rendu compte qu'il n'était plus gros, ce que ses mensurations avaient en partie élargi. Et peu de temps après, il découvrit que son avancement n'était pas encore terminé et qu'il subirait encore la même douleur au moins 9 fois. Pour rendre les choses encore plus horribles, après avoir assassiné un singe de niveau 120, il était toujours au niveau 1. 5 mois se sont écoulés avec notre héros dans les bois, et depuis lors, il a veillé à utiliser les informations qu'il a recueillies auprès du singe astucieux. Survivre, voire vaincre une macro-odeur de niveau 311, et acquérir des capacités inutilisées, en expansion vers un incroyable lac des esprits de l'eau. Et clairement, pour chaque bête qu'il met en déroute, il gagne un livre contenant les informations sur la créature, tout comme cru. En regardant le livre de cette bête, il a trouvé un endroit caché sur un plan, ce qui lui a fait garder à l'esprit qu'il avait vu la même chose dans le livre du singe astucieux, alors il a choisi d'avoir un espace pour voir ce que c'était. À ce moment-là, il passa rapidement par un autre avancement, et quand ce fut terminé, il réfléchit à ce qui se passerait quand il passait par l'avancement ultime. Et tandis qu'il réfléchissait à l'avancée finale, il réalisa rapidement qu'il était entouré de singes plus intelligents. Récemment, il a pu réagir, un énorme et gorille rouge est apparu, et a vu qu'il portait sur sa tête une fleur rose, exceptionnellement charmante, dont le gorille a besoin de notre héros pour le combattre. Et en effet, malgré le fait qu'il soit
soit devenu plus fort. Notre héros est toujours un terrible défaitiste, alors il a demandé au gorille s'il pourrait nier le combat, mais le gorille a répondu qu'il pourrait venir au combat, ce que l'autre les singes intelligents ne se mêleraient pas de la bataille. En effet, le saint était inquiet pour sa vie. Après tout, ce gorille est au niveau 700. Sans doute, emprisonné, c'est pitoyable. Pour rendre les choses encore plus horribles, le gorille est désormais venu au point. Notre héros a bien réussi à échapper, mais il a été maîtrisé par la qualité de ce coup. Le saint a également remarqué que le gorille lui lance des regards adorateurs, et apparemment, ce gorille aime en partie les individus solides. Et c'est à ce moment-là que notre héros a réalisé qu'en vérité, ce gorille pouvait être une femelle, et en réalisant qu'il avait conquis le cœur d'un gorille, saint s'est mis en colère. En réponse à tout cet amour, il a utilisé une attaque brutale, à laquelle le gorille a réussi à échapper facilement, et le duel écrasant lui a donné un coup de pied. Étonnamment, le saint ne s'est pas écarté de ce coup et a été projeté en plein vol à travers la forêt. Le gorille a été extrêmement impressionné par le fait que sa main serrée rapidement n'a pas massacré cet humain, et elle a donc dû aller effectivement l'aider, ayant cet humain exactement comme elle l'aime. Quoi qu'il en soit, saint a clairement indiqué qu'il n'était pas intéressé à avoir des sentiments avec le gorille. Mais effectivement, le gorille s'est présenté comme Saria, tout en essayant d'agir de manière agréable et timide. Notre protagoniste a demandé pourquoi un gorille révoltant avait le titre de charmante jeune femme, et tout ce que le gorille Saria a écouté, c'est qu'elle était d'une beauté exceptionnelle. Toujours en colère contre tout ce qui se passait, l'homme sacré a utilisé l'expertise inflexible de la queue qu'il avait acquise auprès d'Akrolf pour l'attaquer, mais elle a utilisé le rythme de la conversation et est tombée sur lui comme une bombe. Le saint s'est enfui et il a cru que le gorille se serait tué en agissant ainsi, mais elle s'est levée et lui a fait part de sa joie qu'il avait veillé à échapper à son assaut. Le saint a alors utilisé le baril des esprits de l'eau pour étendre son enchantement d'eau en levant la main au-dessus de sa tête. Il a utilisé une technologie appelée Drop Calamity qui déversait une parcelle d'eau sur son rival. Mais comme il est plus stupide qu'un singe, il n'a pas coordonné son eau avec Saria et a été touché par sa propre attaque. Humide, il a tenté de dissimuler sa propre idiotie en agissant calmement et en disant que Saria était exceptionnellement douée au combat. En tout cas, elle lui a immédiatement dit qu'elle n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé. Après tout, elle pourrait être un gorille avec 200 ki, et notre héros était humilié par le fait qu'un gorille attirait sa considération pour son indiscrétion. Pour rendre les choses encore plus horribles, le gorille ne lui a pas laissé le temps de récupérer et elle a utilisé sa main serrée pour lui donner un coup de pied. La vie de l'ancien gros homme s'est déroulée il y a quelque temps à ses yeux. En dernier recours, il a utilisé sa capacité appelée Malchir. Mais plutôt que de la tuer, comme cela était arrivé à un autre singe intelligent, Saria lui dit qu'elle l'aimait et lui demanda de l'épouser. Chez Saria, Seshi lui a demandé de le laisser partir, mais Saria lui a dit qu'il était son mari et qu'il devait rester avec elle. En réaction, Seshi a dit qu'elle était peut-être un gorille et qu'il était peut-être un humain, donc il n'y avait aucun moyen qu'il se marie, et plutôt que le gorille ne réponde, elle lui a dit de manger, et quand il a grignoté, il a été étonné par une nourriture délicieuse. En plus de la nourriture, Saria a découvert qu'elle lui avait confectionné une robe moderne, et voyant tout cela se passer sous ses yeux, Seshi était sur le point de devenir frénétique. Après tout, un gorille était un conjoint incroyable. Toujours assuré des questions, il lui demanda comment elle avait l'air de parler, et elle lui dit qu'elle avait trouvé quelques livres dans une grotte et qu'elle les avait parcourus. Elle lui a montré les livres, et en les parcourant, il a rapidement acquis des aptitudes. Alors qu'il observait Saria pêcher, Seshi a organisé son évasion, mais récemment, il a pu s'éloigner, il a affronté un mammouth effrayant et a crié comme une fille en péril. Saria vint rapidement à sa protection et lui donna un coup, la faisant voler dans le ciel. Elle a demandé à notre héros qu'il était très secoué par tout au cas où il affirmerait, et nos héros n'étaient plus aussi perplexes à l'égard du gorille. Il se considérait en effet comme un idiot superficiel pour avoir jugé le gorille sur son apparence. Mieux vaut y croire, le gars commence à se laisser conquérir par le gorille. Tout en mangeant, Saria a dit à Seshi qu'elle et les singes intelligents sortiraient pour récolter le produit naturel de l'avancement. Elle lui a demandé s'il savait précisément de quoi il s'agissait, et il a répondu non, bien qu'il lui ait volé quelques produits naturels qu'elle avait déjà collectés. Saria a donc dit que s'il mangeait 10 de ces produits naturels, il deviendrait exceptionnellement solide. Quoi qu'il en soit, si l'individu en mange 11, il meurt. Elle aussi a précisé qu'elle-même en avait déjà mangé 10, que quelqu'un lui avait volé le produit pour ainsi dire naturel qu'elle avait gardé pour le livrer à son futur conjoint. Seshi a été surpris lorsqu'elle a dit qu'elle allait assassiner le tricheur qui les avait volés, alors il a rapidement demandé sa vie, admettant que c'était lui qui les avait volés. Elle lui a pardonné, mais a dit que puisqu'il avait mangé, il devrait se marier. En entendant cela, Seshi a exprimé son désaccord et Saria lui a demandé s'il le méprisait, et il a répondu non. Cela dit, elle s'est présentée habillée en mariée et a commencé à lui demander de l'épouser. Après cela, Saria partit à sa poursuite et Seshi en profita pour échapper. Pendant ce temps, dans un autre quartier, les camarades de classe de Seshi se préparent. Fondamentalement, en arrivant dans ce monde, tous ceux qui n'avaient pas besoin de créer des groupes avec Seshi se sont vus attribuer la tâche de vaincre le maître des esprits maléfiques, et depuis lors, ils ne travaillent que là-dessus. De retour dans les bois, Seshi s'échappait de Saria. Lorsqu'elle a découvert qu'il avait disparu, elle s'est mise à sa recherche. Notre héros était déjà arrivé dans une grotte à l'atmosphère menaçante, mais il s'est enfui à l'intérieur en entendant de nombreux cris. À l'intérieur de la grotte, il ouvrit une entrée et trouva une pièce où il vit un squelette avec une lumière rougeâtre sortant de ses yeux. Le squelette était assis sur sa position d'autorité. Lorsqu'il l'a vu, le squelette s'est inspiré du fait qu'il était capable de le ramener dans sa chambre et a accepté que notre héros était suffisamment solide pour pouvoir le faire. Seshi,
Seshi, de son côté, considérait ce squelette comme un être périlleux et choisit de vérifier ses idées. Ainsi, il a découvert que ce squelette est le Dim Master, dont il est au niveau 1. En effet, s'étant qualifié de terrifiant par son adversaire étant au niveau 1, Seshi a fini par se calmer. Après tout, au cas où il serait au niveau 1, il peut l'affronter. Quoi qu'il en soit, le squelette lui a dit de revoir ce que Seshi avait fait, et rapidement il a découvert que cette chose devant lui était au niveau 1500. Après avoir montré son niveau, il a dit à notre héros qu'il pensait que c'était la première personne à entrer dans sa chambre. Serait un individu vraiment solide, mais à la place, un délavage avec une odeur de cul est apparu et a tenté de poignarder Seshi, mais Saria s'est approché et a été coupé sur son passage. Voyant le gorille quitter la base, Seshi l'appela par son nom, ce qui la rendit extrêmement heureuse d'être appelée par son nom pour la première fois depuis leur rencontre, et il essaya de lui donner des élixirs de récupération, mais elle dit que cela ne servait à rien car elle était désormais morte. Elle aussi a précisé à notre héros qu'elle était pour ainsi dire capable de parler d'une expertise qui maintient son dynamisme pendant un moment. Seshi a utilisé les dernières minutes du gorille pour s'excuser de la façon dont il a été traité, mais elle lui a dit de ne pas appeler et lui a demandé de sourire en guise de dernière demande. Pendant ce temps, la Cavrana observait sincèrement leurs adieux et trouvait tout cela étrange. En pièces, Seshi lui a demandé de fermer la bouche car il ne comprend pas le véritable amour entre un humain et un gorille. Et voilà, sans savoir où aller et avec une certaine indignation, notre héros a finalement choisi d'affronter quelqu'un en réalité plutôt que d'envisager de fuir. Il a attaqué l'ennemi qui a facilement bloqué ses attaques et pendant qu'il attaquait son adversaire, le Seshi lui racontait à quel point Saria avait été une épouse brillante. L'ennemi fut choqué par les sentiments de Seshi et lui demanda s'il ressentait vraiment quelque chose pour un gorille et Seshi déclara qu'il adorait Saria. Ainsi, cette fois, en utilisant son cerveau, Seshi a utilisé cette attaque hors de l'eau et a coordonné tout un jet d'eau vers le crâne qui a utilisé une capacité appelée Dark Gap pour capturer l'eau. Il a dit à Seshi d'abandonner, après tout, une fractale comme lui ne pourra jamais la vaincre. Quoi qu'il en soit, il a nié, affirmant qu'il n'avait pas reconnu les sentiments de Saria à son égard. Ainsi, poussé par l'amour extraordinaire qu'il éprouvait pour Saria et utilisant sa capacité d'action immédiate, il a décidé de surprendre son adversaire et de le poignarder. Elle a reconnu sa victoire et a remercié Seshi de lui avoir montré un véritable amour. Mais quelque temps récemment, il a disparu. Seshi a vu une jeune femme apparaître et l'embrasser. Alors qu'ils s'embrassaient, il lui dit qu'il la sécuriserait cette fois. Après cela, Seshi les vit disparaître, puis rappela Saria et courut vers elle. Elle aussi a commencé à disparaître, mais il l'a embrassée récemment, elle a disparu. En cela, une lumière vive est apparue. Dans l'endroit où se trouvait Saria il y a quelque temps, il y avait une belle jeune femme aux cheveux roux, avec une fleur rose dans les cheveux. Seshi fut choqué par tout cela, et pour faire avancer le climat, la jeune femme se leva et courut l'embrasser, ce qui lui fit mourir le nez. Et quand Seshi réalisa que cette jeune femme était Saria, il fut très abasourdi. Après toutes ces occasions, notre héros a parcouru l'histoire de la Kaveroska et a découvert que l'adversaire qu'il avait écrasé était un homme respectable il y a 1500 ans. Mais il fut trompé par son épouse et par le souverain, et l'individu qui le soutenait était en quelque sorte son serviteur, qu'il adorait exceptionnellement. Mais elle a donné un coup de pied dans le seau, et il semble s'être donné pour l'épargner. Après son décès, il est devenu une créature courroucée et a vécu ses journées seul dans la grotte. Ému par leur histoire, Seshi a dit à Saria qu'il était optimiste d'avoir réussi à rejoindre les deux une fois de plus. Et après toute cette excitation, l'avancement ultime de Seshi commença. Et une fois l'avancement ultime terminé, il est devenu effectivement plus merveilleux, mais toujours exceptionnellement révoltant par rapport à Sweet Fox. Après tout cela, notre héros a dit à Saria qu'il aimerait quitter la forêt, et elle a dit qu'elle irait n'importe où avec lui. Dans ce cas, un petit mouton est apparu et s'est présenté comme la directrice de la prison. Elle a dit qu'elle était venue parce qu'ils étaient les premiers à nettoyer la cave tempête, et Seshi a dit qu'elle était un peu en retard, alors elle a admis qu'elle était en retard car elle recevait une charge de Seshi alors qu'ils effectuaient son dernier avancement. À ce stade, elle a donné à Seshi les récompenses pour sa sortie de prison, qui étaient quelques produits naturels de développement à développer et un ensemble de voyages de 10 jours. Elle a également donné à Saria une robe et à Seshi un casque récemment en les transportant hors de la forêt. Ils avaient donc tout ce dont ils avaient besoin pour commencer leur voyage quelque part, alors Seshi dit à Saria qu'il devrait se rendre dans la ville la plus proche. Et si vous vous enrôlez dans la guilde des explorateurs et au milieu du chemin il découvre un limon de niveau 88 et l'endroit a écrasé cette créature de manière exceptionnellement efficace. Et c'est ainsi qu'il s'est rendu compte qu'il était devenu un garçon vraiment solide. Parmi les choses que cette petite créature a laissé tomber, il y avait une paire de bottes ainsi que quelques cartes d'aptitude qui lui ont permis de monter de niveau et 7 fois son niveau. La personne sacrée n'était pas exceptionnellement joyeuse car il sentait qu'il devenait une bête et qu'il n'avait pas besoin de tuer quelqu'un d'un seul coup. À ce moment-là, il a enlevé son casque et la chose s'est transformée en tunique et Sari lui a donné un ticket expliquant pourquoi le casque a changé. Essentiellement, quelque chose qui devait dissimuler un visage avancé et qui est maintenant devenu un manteau qui cachera sa véritable qualité aux autres. À l'entrée de la ville principale, le lieu mentait, disant qu'ils avaient égaré leur personnage. Alors la montre leur demanda de toucher le diamant de la vérité pour décider de leur statut criminel, alors laissez-les entrer dans la ville. Dès qu'ils l'ont fait, il les a laissés passer et les a avertis de prendre soin de la société. Il s'est ensuite présenté sous le nom de Cloud et leur a demandé de le rechercher au cas où ils auraient besoin d'une offre d'aide. En effet, après que la mise en garde Cloud Uséidé a commencé à cibler une société, estimant que l'homme exagérait probablement sa prudence, mais dès qu'il a ouvert la porte, il a vu une femme blonde en train d'enregistrer
enregistrer un film American Pie qui sortira en 2024. Il ferma immédiatement la porte car il ne pouvait pas accepter ce qu'il venait de voir. Et quand il l'ouvrit une fois de plus, cette fois elle versait de la cire à épiler sur un homme et regardant autour de lui, il vit des individus plus inhabituels et réalisa bientôt que c'était l'anniversaire de Batman et dit rapidement à Sarah qu'il devrait décoller. Quoi qu'il en soit, depuis peu, il semble décoller, ils ont été stoppés par là de la société qui portait pour ainsi dire l'impératif. Il s'est présenté comme un voyou et dans la suite il a pensé que cet homme était une tête de vent qui, pour ainsi dire, devait savoir de rester en montrant ses muscles. L'homme a alors déployé ses muscles sur leur visage et les a délibérément poussés à l'intérieur du bâtiment. À l'intérieur, il a attiré l'attention de la dame blonde qui a immédiatement changé de robe et s'est présentée comme Iris et l'assistante. Elle lui a dit que la société collectait des données auprès de tout le monde et qu'au cas où il serait accusé, ils auraient accès à ces données. En voyant tout cet environnement confortable, l'apparence a dit que tout cela rappelait votre maison et a dit à l'endroit que ce serait une bonne idée de connecter cette société. Alors qu'il terminait l'enregistrement, 3 personnes portant du mohican sont entrées et ont demandé au Switch de l'accompagner. Ils m'ont emmené à l'arrière du bâtiment et quand notre héros a enlevé son manteau, ils ont été impressionnés par la magnificence du lieu et à ce moment-là, notre héros a été pris par le choc. Il pensait qu'il progressait pour combattre les gars, mais les gens ont commencé à retirer leur tenue vestimentaire avant lui et tout cela était une juste fête de bienvenue pour eux. Ces hommes n'avaient pas besoin de tomber dans la merde, ils avaient besoin d'autre chose. Il s'est donc enfui pour garantir la virginité de sa pipe de libération, mais les gens l'ont poursuivi. Ils ont tenté de le persuader qu'il adorerait cette rencontre, mais il n'a pas écouté et a couru plus vite. Après cela, l'endroit a décidé de revenir dans la société et Ghastly a déclaré qu'il était choqué de pouvoir revenir vivant avec eux également. Il a dit que le lieu était le premier individu à revenir à la vie. Pour aggraver les choses, avant de pouvoir réellement entrer dans la société, ils doivent passer quelques tests et Ghastly a précisé qu'ils ont besoin au moins de quelqu'un de rang B pour pouvoir superviser les deux et ils ont donc montré l'histoire qui dans il pourrait s'agir d'un aventurier exceptionnellement solide mais doté d'une terrible chance. Et comme le site était justement centré sur son immense terrain, il n'écoutait pas un mot de ce qu'elle disait. Sarah a donc dû attirer son attention. Arturia n'était pas satisfaite à l'idée de les gérer et quand elle s'est plainte, Ghastly lui a dit que l'endroit avait survécu à ses gens mohicans donc il pourrait lui survivre. Après avoir entendu cela, elle a finalement reconnu et s'est excusée pour son comportement discourtois. Ainsi, alors qu'ils se rendaient au test primaire, Arturia leur a dit qu'ils commenceraient par un travail simple. La principale chose qu'ils étaient censés faire était d'offrir de l'aide dans une maison de transition et Sarah a annoncé cela. Et alors qu'ils se rendaient au deuxième travail, Arturia a fait une différence en tant qu'enfant qui avait été blessé. Alors qu'elle soignait sa jambe blessée, la corde qui avait arraché quelques feuilles de bois s'est lâchée. Saed tenta effectivement de les atteindre mais la planche tomba sur eux et en se rapprochant il vit qu'Arturia avait veillé à liquéfier une protestation en utilisant sa prudence. Et la deuxième mission du moment était d'anéantir un bâtiment. Alors qu'Arturia tentait de clarifier comment il ferait le travail, Saed entra dans le bâtiment et ignorant qu'il était très puissant, il poussa une seule brique, faisant tomber toute la salle sur lui. Arturia était stressée, considérant que notre protagoniste avait été blessé et elle a couru à sa recherche. Alors qu'elle le cherchait, elle se reprochait ce qui s'était passé car tout le monde autour d'elle se faisait continuellement du mal, c'est pourquoi elle s'appelait Arturia de l'adversité. Pendant qu'elle pleurait, Saed est sorti sous les décombres et dès qu'elle l'a vu, elle l'a traité d'imbécile sans cervelle et le dirigeant l'a capturé pour avoir agi avec négligence. Elle lui a dit qu'en tant que voyageur, il devait être capable de ressentir le danger et de faire attention, affirmant que sa stupidité coûterait la vie à son équipe. Saed s'est alors excusé et ils sont partis pour la mission suivante et pendant que les camarades de classe de Saed se préparaient, les éducateurs les ont observés depuis un surplomb avec un autre chevalier. Elle a dit au chevalier qu'elle était contre leur envoi au combat contre le seigneur démon puisque la guerre n'a rien à voir avec eux. Elle a d'ailleurs avoué qu'elle était totalement opposée à la guerre contre les démons et a déclaré qu'elle ferait tout ce qu'elle pourrait pour le sécuriser. Et de retour en ville, Arturia a expliqué à Saed que la tâche ultime était de marcher avec le chien. Saed pensait que ce piège serait compliqué jusqu'à ce qu'il voit que le chien était en réalité un loup. Le loup l'a poursuivi à travers la culture tandis que son propriétaire et Arturia l'ont observé. Voyant Arturia exceptionnellement joyeuse, l'homme s'y rendit et dit qu'elle était optimiste pour le bien de Saed, mais elle le nia rapidement. Malgré que son visage était rougeâtre avec le début d'une explosion atomique. Une fois la mission terminée, ils sont retournés dans la société Gusley et ont pris leur récompense qui dans l'affaire était un maillot de bain. Ouais, ils l'ont eu comme si c'était la chose la plus courante à recevoir comme prix. Après cela, Ar a demandé s'ils avaient un logement, mais ils ont dit non, alors Arturia a dit qu'ils pouvaient rester dans l'auberge où elle réside. En voyant cela, Ar et Gusley furent choqués. Après tout, ce n'était pas sa propension à faire quelque chose comme ça. Déshonorée, elle songe en effet à retirer cette offre. Quoi qu'il en soit, Saed et Sarah étaient désormais d'accord. Et après tout cela, Saed, Sarah et Arturia sont allés dans un champ pour faire un autre test. Là, Arturia a précisé qu'il leur suffisait de collecter 10 herbes thérapeutiques. Cependant, notre héros s'est immédiatement levé, n'entendant pas tout ce qu'elle avait à dire, et Arturia a pour ainsi dire souri lorsqu'elle a vu Sarah le suivre. Peu de temps après, Sarah a donné les herbes qu'elle avait récoltées, mais quand ce fut le tour de Saed, il lui apporta quelques champignons extraordinaires. Arturia lui a demandé où se trouvaient les herbes qu'elle avait demandées, et il a répondu qu'il n'en avait pas vu, ce qui a amené Arturia à le traiter d'idiot et à dire qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi idiot que lui. Après tout, les herbes réparatrices qu'il collecte
collecte sont très simples à découvrir, et cela inclut en effet un superbe côté pour son pied. Il les a pris et les lui a donnés, mais elle a dit que ce n'était pas suffisant, et une fois de plus, il a couru dans les bois pour pousser quelque chose qui était juste devant lui, mais le désordre ne pouvait pas le découvrir, et tout en se demandant pourquoi il semblait aussi il s'agissait de découvrir des herbes communes, il a écouté quelques individus parler, mais comme il ne sait même pas comment prendre soin de sa vie privée, il a choisi de s'introduire dans la vie des autres, et aller voir qui étaient ces individus. D'un endroit éloigné, il ne semblait presque pas écouter ce qu'ils parlaient, alors il a choisi de leur demander s'ils savaient au cas où il découvrirait les herbes qu'il cherchait. Ce faisant, il découvrit que les deux étaient de mauvais esprits, sous le commandement du capitaine de la 3e division de la force armée du souverain des diables. En découvrant tout cela, Seth a pour ainsi dire considéré comme un groupe d'étrangers et a tenté d'intervenir, mais ils l'ont anticipé car ils n'avaient pas besoin de Seth pour ruiner leur plan puisqu'il les a vus et il a probablement dû écouter leur plan. Et l'activité a commencé avec un troll révoltant, utilisant sa gousse de mammouth pour frapper Seth, mais il a arrêté la gousse de l'homme, utilisant sa capacité à retenir et à lui transmettre la force de ses adversaires. Paniqués, les lâches diables s'enfuirent, Seth n'eut donc d'autre choix que de retourner à Artoria avec les herbes rares qu'il trouva. En conclusion, Artoria a fini par se débrouiller avec les herbes rares qu'elle avait, car il avait l'air très triste. Et dans le royaume des démons, on demandait aux mauvais esprits pourquoi ils avaient fui un humain, alors ils ont admis qu'ils étaient allés dans le royaume humain pour monter des pièges de téléportation afin de diminuer ainsi la force armée humaine. Récemment, la bataille a vraiment eu lieu. Commencé. Leur pionnière a demandé où les pièges enverraient les humains, et ils ont dit que le piège emmènerait les gens au petit déjeuner du dieu serpent mythique et sombre, et leur commandant a dit qu'elle se sentait horrible à l'idée que des gens soient pris dans ce piège. Leur plan était très curieusement, mais ils doivent encore être repoussés pour leur insubordination. Pendant ce temps, dans le domaine humain, tout en attendant qu'Artoria commence leur test final, Artoria et Azaria rencontrèrent Cloud, et voyant à quel point Seth et Azaria se débrouillaient exceptionnellement bien avec Artoria, l'homme s'y rendit et leur demanda de continuer à être gentil avec Artoria. En fait, une fois tous les tests terminés, et peu de temps après, Artoria les rejoignit, leur demandant s'ils se connaissaient déjà, et Cloud lui répondit simplement en disant qu'elle avait rencontré des personnes formidables. Il a alors demandé si c'était le test final, et après avoir reçu la réponse oui, il leur a souhaité bonne chance pour s'en sortir récemment. Le dernier test consistait à vaincre Dizuz, alors Artoria a demandé à Azaria quelle arme elle utiliserait, et elle a dit que ses mains serrées étaient suffisantes. Artoria n'était pas convaincue et a dit qu'elle regardait pour ainsi dire ce qui se passait. Le test commença et alors que Seth était sur le point de couper une oie, elle disparut. Artoria a jeté un coup d'œil au champ de tir et s'est rendu compte qu'il y avait des sorts de télétransport introduits dans toute la région. Elle leur a donc dit que le test devait tenir le coup et leur a appris à retourner en ville. Quoi qu'il en soit, par inadvertance, elle est tombée dans l'un de ses pièges. À ce moment-là, Seth et Azaria l'ont rapidement attrapée et les trois ont été téléportés à la prison. Le serpent ailé sentit rapidement leur proximité et se mit rapidement en colère, et comme ils ne savaient pas où ils se trouvaient ni comment reculer, Artoria leur suggéra de faire la chose fondamentale qui est de découvrir une issue. À ce moment-là, elle a demandé pourquoi ils avaient été autant maltraités et leur a reproché de rejeter l'utilisation de leur cerveau. En réponse, Seth lui dit que son corps avait réagi avant qu'il puisse réfléchir et Azaria lui dit qu'elle voulait l'aider. Ébranlée par leur assurance, Artoria leur pardonna et lança une pierre directe à Seth. Elle a dit que cette pierre avait quelques fonctions légales, par exemple, si une personne était en danger, elle scintillerait en rouge et vous dirigerait vers cette personne en danger. Et peu de temps après qu'Artoria leur ait dit de rester ensemble et de ne pas s'isoler, elle s'est aventurée par inadvertance dans un piège et s'est isolée d'eux. Et lorsqu'elle a tenté de les appeler, cela s'est avéré inutile puisqu'ils ne pouvaient pas l'écouter. Actuellement, la solution consiste en quelque sorte à trouver un autre moyen de les connecter. De l'autre côté de la cloison, Seth avait peur. Après tout, ils ont perdu Artoria et il a effectivement tenté d'utiliser ses mains serrées pour surmonter le mur, considérant qu'il s'agissait de cet amas, mais il n'a pas réussi. Alors Azaria, qui a plus de perspicacité que Seth, a montré. Il lui donna la pierre directe et lui dit qu'il pouvait l'utiliser pour frotter Artoria, mais malheureusement aucun d'entre eux ne savait comment faire fonctionner la pierre. La chose qu'ils ont fait a été de demander à la pierre de montrer le chemin, et aussi époustouflant que cela puisse paraître, la secousse a commencé à se déplacer en volant vers la paroi pierreuse, montrant l'endroit où se trouvait la personne. Et comme il ressemble à un labyrinthe, ils devront découvrir le bon chemin pour se rendre à Artoria. Pendant ce temps, la jeune femme aux cheveux blancs se battait contre une momie qui la projeta contre la cloison avec une difficulté exceptionnelle, lui faisant couler du sang, mais elle réussit à se relever et à couper la momie en deux. Avec la momie écrasée, Artoria était assise épuisée sur une causeuse, et son souhait le plus important était que Seth et Azaria se portent bien. Entre-temps, Seth et Azaria entrèrent dans des voies arrière sans issue, et en un clin d'œil avant qu'il ne perde son intellect, Azaria l'appela dans une pièce où il avait trouvé un énorme coffre au trésor. À ce moment-là, Seth fit la chose la plus intelligente qu'il ait jamais faite depuis qu'il était entré dans ce sous-sol, il s'en alla, et quand Azaria lui demanda pourquoi, il dit que le coffre-fort semblait exceptionnellement suspect. Pendant qu'il parlait, le coffre-fort s'est rendu là-bas et a exigé qu'il l'ouvre, et comme ils n'ont rien fait, le coffre-fort a créé des membres et a tenté de les attaquer, et en réponse, Seth a utilisé sa capacité de navigation en mer pour l'attaquer. Alors le coffre disparut et Seth se releva une fois de plus. À ce moment-là, une boîte remplie de choses déroutantes est apparue devant eux, et à l'intérieur d'eux, ils ont trouvé un livre autour du coffre au trésor, et en parcourant le livre, ils ont appris que l'intention de la boîte de protestation était pour
pour ainsi dire d'être à nouveau associé aux humains. Très obligé par ce désir extraordinaire, le coffre au trésor était capable de créer des appendices et même de parler, obtenant même la capacité d'utiliser l'enchantement. En tout cas, cela a pour ainsi dire amené les gens à le considérer comme une bête. Frénétique et solitaire, le coffre au trésor peut pour ainsi dire serpenter à travers les lieux où il a gardé de bons souvenirs. Oui, la malle avait la légende la plus triste de l'anime, et en ramassant les choses que cette malle cédait, ils ont trouvé une chose rare connue sous le nom d'anneau désastreux, et après l'avoir évalué, c'est a appris que cela dupliquait au moins la bonne fortune d'une personne. 2. Et généralement une belle et curieuse chose, qui sonde la terrible question de bonne fortune d'une certaine personne. Après cela, la pierre qu'Artoria leur avait donnée commença à scintiller d'une couleur rougeâtre, et de l'autre côté de l'écran, il y avait Artoria, épuisée, portant son bâton comme pilier, alors qu'elle se promenait, ne sachant pas qu'elle se dirigeait vers le pièce où était logé le grand serpent mythique. Elle poussa une certaine entrée et y entra, et là elle sentit une grande proximité. Quelque temps récemment, elle vit un extraordinaire serpent ailé, et il lui demanda si elle était allée là pour se nourrir. Le serpent ailé a utilisé une sorte d'enchantement du vent pour la repousser, et comme elle n'est pas du genre à se retirer face au péril, elle a cédé le chemin de se déplacer à nouveau et s'est enfuie pour attaquer le serpent ailé. Pendant ce temps, au royaume des mauvais esprits, les officiers qui utilisaient ces sorts de téléportation pour créer des pièges avaient justement acquis leur discipline, et la personne qui les punissait leur demandait de s'arrêter sans pleurer puisqu'elle n'avait rien fait de véritable. Pour eux, elle a déclaré à tous que le dieu bête mythique sombre était bien pire et qu'il était connu comme le serpent mythique le plus puissant de la force armée des présences du souverain du mal, et le trouver impliquait avoir la chance la plus terrible. Et en revenant vers notre protagoniste et Saria, ils observaient la pierre étincelante, et à ce moment-là, le cerveau de nos protagonistes a donné un petit battement, et il s'est rappelé de la prudence autour du changement de couleur. En état d'alerte, il se rendit compte qu'Artoria était en danger et que la pierre volait vers la cloison. Désespéré, Seshi frappa la cloison, et cette fois il réussit à la briser, se blessant même aux mains. De l'autre côté de l'écran, dans la chambre du dragon, Artoria était maltraitée, mais elle n'était pas prête à abandonner car elle avait besoin de créer sans aucun doute que Seshi et Saria semblent s'en sortir à tort. Elle utilisa donc tout ce qu'elle avait, utilisant effectivement ses aptitudes de berserker pour attaquer le dragon, mais cela ne dérangea pas vraiment son ennemi. En fin de compte, pour l'assassiner, il a essentiellement utilisé son achat pour la frapper comme si elle était une mouche, et malgré le fait qu'il l'ait frappée, elle est revenue avec toute la contrainte, mais récemment, il pourrait s'approcher. Il a arraché des chardons de sa queue qui l'ont collé au mur. À ce stade de l'histoire, Artoria était désormais complètement épuisée par la capacité qu'elle avait actionnée, elle ne l'a donc pas laissé tomber et a tenté de l'attaquer à nouveau. Cette fois, il la blessa avec ses chardons et reconnut qu'elle l'avait étonnée. Il la jeta au sol, et alors qu'elle était allongée, elle marmonna une expression de remords à Seshi et Saria, puisqu'elle accepta qu'elle avait fait long feu avec eux en ne vint pas le serpent mythique. Elle reconnut son destin, ferma les yeux, et alors que la bête mythique était sur le point de conclure, elle écouta son titre, et en ouvrant les yeux elle vit Seshi utilisant son manteau comme bouclier contre le feu du dragon, et souriant, il lui dit qu'ils étaient venus pour le protéger. Artoria a demandé à Seshi et Saria comment ils l'avaient trouvé, et Saria a précisé que la pierre avait commencé à briller de couleur rouge, et sachant qu'elle était en danger, Seshi est entré en mode Superman et est sorti en décimant les murs, ouvrant la voie pour qu'il semble l'atteindre. Avec facilité. Elle a alors demandé près du serpent ailé, et Seshi, désignant sa silhouette tombée, s'y est rendu et a dit qu'il l'avait frappé par inadvertance en entrant dans cet endroit. En cela, le serpent mythique sombre s'est réveillé plus en colère que récemment, car il y était exaspéré par des gens crasseux. Il leur a dit à tous qu'il mettrait un coup de pied dans le seau, mais Seshi a déclaré qu'il n'avait aucune intention de perdre face à un cafard gigantesque. Le serpent mythique sombre a utilisé ses bâtons dominants pour lancer une boule de feu sur Seshi, qui a supervisé l'assaut avec ses épées, mais a été poussé à l'envers. En cela, Seshi a utilisé sa variété avancée et a découvert que le serpent mythique était beaucoup plus ancré que lui. Étant au niveau 5000, poursuivant la bataille, il a réussi à s'échapper et à être touché par la queue du dragon en utilisant ses mouvements immédiats. Quoi qu'il en soit, le serpent ailé l'a saisi avec un sort et a utilisé sa queue pour lancer Seshi vers une cloison. Et tout en endurant le combat, Seshi se demandait pourquoi ses capacités d'assimilation de contrôle ne fonctionnaient pas. Pour aggraver les choses, le serpent mythique s'est rendu là-bas et a déchargé son pouvoir incomparable, appelé l'enfer Fiendish. Actuellement, Seshi ne faisait aucun doute que cette fois, lui et Azaria seraient brûlés. Alors Azaria s'y rendit et attira son attention, lui disant d'utiliser la capacité qu'il avait utilisée lorsqu'il se battait contre elle. Il a donc utilisé sa conversation avec les esprits de l'eau pour plonger un catastrophe hydrique, épuisant totalement tout le monde en eau. À ce stade du combat, la bête mythique était totalement en colère et a déclaré qu'elle ne perdrait pas face à un autre humain futile. À ce moment-là, il lança une boule de feu sur Seshi, qui s'enfuit une fois de plus, mais une fois de plus, il fut pris sur place à cause du sort. À ce moment-là, la bête mythique s'est arrangée pour porter son coup final, mais Seshi a supervisé le mouvement de son corps et a également acquis une aptitude appelée résistance au terrorisme, puis il a attaqué le serpent ailé, qui a été particulièrement étonné que cet humain ait pu libérer lui-même. Mais quelque temps récemment, il semblait y répondre, Seshi le coupa impeccablement. La bête mythique ne pouvait pas croire qu'il avait perdu sa place face à un autre humain et déplorait que sa déception ait récemment disparu, s'enfuyant derrière une boîte remplie d'objets. Tandis que Seshi se demandait pourquoi le dragon noir détestait tant les gens, il s'éleva et Azaria, pleine d'énergie, le laissa tomber au sol. Il a demandé comment allait Arthur, et elle a dit que les
les élixirs de récupération l'avaient mise au repos et qu'elle irait bien à son réveil. Apaisé par sa confirmation, Séchi voulut rentrer chez lui, mais Azaria lui demanda s'il connaissait le chemin pour sortir de la cave tempête et il dit qu'il pourrait vérifier la boîte à objets pour quelque chose qui semble les aider. Ainsi, pendant que Séchi jouait aux choses, il obtenait des capacités modernes et il réalisa que s'il commençait à utiliser le diamant de Dieu qu'il avait ramassé, ses mesures augmenteraient ainsi que son pouvoir magique. Dans la boîte à objets, lui aussi trouva un long manteau sombre, bien meilleur qu'un ancien manteau brûlé par le serpent ailé. Et la dernière chose dans la boîte à objets était l'histoire du serpent sombre et mythique. Avec cela, ils ont découvert qu'il était autrefois une divinité gardienne des gens, mais les gens sont devenus avides et ont dû former des armes performantes avec des matériaux de bêtes sombres et mythiques, et ils se sont donc arrangés pour le vaincre. À l'époque, celui qui l'avait épargné des gens était le souverain du mauvais esprit, mais il a été écrasé par les héros, appelés les gens. Le seigneur des diables étant mort, ils ont fixé le serpent aux ailes noires dans sa caverne tempête, et il a garanti de justifier l'humanité. Après avoir parcouru son histoire, Séchi s'est rempli et a ensuite dit à Sarah que Maître Mouton n'était pas venu cette fois, en dépit du fait qu'il était sorti d'une cellule. Et alors que Séchi était sur le point de répondre, une bombe fumigène a explosé sur son visage, le débarrassant d'une coiffure afro-top, et maintenant une lettre est tombée sur le sol, et Sarah l'a récupérée. Dans la lettre, Séchi était félicité pour avoir produit une autre cellule, tout en devenant lentement une bête insensible. Dans la lettre, il était également précisé que bien qu'il soit sorti de la cellule, Séchi aurait pu y garder la bête mythique vivante, afin qu'il puisse vivre en douceur avec le souverain des démons. Et maintenant qu'il l'a assassiné, vous savez, il va devoir combattre le démon. Enfin, dans la lettre, Séchi a été félicité et a été, dans une certaine mesure, invité à poursuivre ce grand travail, à nettoyer davantage de prisons. Mais la petite garce a aussi dit que Séchi devrait vraiment arrêter de faire ça, ce qui a fait crier notre pruta de déception sans rien comprendre. Après cela, ils retournèrent à la vie ordinaire, Arthur toujours inconscient. Et alors qu'il se dirigeait vers l'entrée de la ville, elle s'est réveillée et lui a demandé de la mettre par terre alors qu'elle essayait de sortir de ses bras. Sarah lui a dit de faire preuve de prudence, car malgré le fait que ses blessures soient guéries, elle était toujours impuissante. Arthur s'excusa alors de les avoir inclus dans son malheur et leur montra son statut, et tous virent que sa fortune était négative de 2 millions. Elle a précisé qu'elle était connue comme la porteuse du malheur depuis sa naissance, ce qui a amené le malheur à tout le monde autour d'elle. Séchi lui a demandé s'il y avait un moyen de mettre fin à l'insulte, et elle a répondu que non. Et quand ils arrivèrent enfin à la société, Arthur leur demanda ce qui se passait, et elle leur dit qu'il rassemblait des données pour découvrir leurs amis disparus, et ses yeux étaient remplis de larmes, car là il faisait allusion à elle comme à une amie. Séchi a alors expliqué à quel point elle était extrêmement critique envers eux tous, et qu'il se souciait extrêmement d'elle, et qu'il voulait tous éclairer son problème désastreux. Redoutant sa capacité à influencer les individus, Arthur s'est enfui et Sarah a dit à Séchi de courir après elle et de légitimer son affirmation. Pendant ce temps, au sein des présences du royaume du mal, tout le monde découvrait désormais que le dieu dragon noir avait été vaincu, et ils étaient stupéfaits car il était l'être le plus ancré au sein de la force armée du diable souverain, et se demandaient qui était suffisamment efficace pour le vaincre. De l'autre côté de l'écran, Séchi essayait de découvrir Arthur utilisant la pierre, quand, de nulle part, il en connut bientôt le propriétaire, et lui demanda si elle avait vu Arthuria, et elle dit non, mais à ce moment-là, il demanda si elle était au courant de la malédiction d'Arthuria, et il a dit oui, et après cela, elle lui a demandé d'approcher Arthurian. En réaction, notre protag nous a assuré qu'Arthuria lui était extrêmement critique et qu'il ne l'abandonnerait pas. Après cela, il finit de rencontrer Arthuria à l'endroit où il l'avait envoyé pour commencer sa mission et lui demanda ce qu'elle faisait là-bas, mais plutôt que de répondre, elle lui demanda si elle était vraiment vitale pour lui et dit qu'elle le serait continuellement, au cas où elle aurait besoin de lui, mais Arthurie était stupéfait de dire quoi que ce soit, alors elle le laissa simplement l'embrasser. Séchi commença bientôt à réfléchir avec sa petite tête, et souriant comme un gars totalement hors de propos, il dit que c'était génial. En cela, Arthuria l'appelait par son nom, et il sautait comme si elle avait lu dans son intellect. Elle a dit qu'elle était gênée par tout, mais lui a exprimé sa gratitude. Et réfléchissant à la manière dont il pourrait aider Arthuria, il se souvint de l'anneau qu'il avait trouvé dans la cave tempête, et pensa que cela aurait l'effet inverse sur Arthur, car sa chance était désormais négative. Il a mis la bague à son doigt, et lorsqu'elle lui a demandé ce qu'il était, il a dit que cette bague augmenterait sa chance. Brusquement, Arthuria poussa et s'enfuit, éliminant Séchi perplexe face à son comportement. Cela l'a fait réfléchir à ce qu'il avait fait de mal. Il s'est vite rendu compte que la façon dont il lui avait donné la bague ressemblait à une demande de mariage, alors il s'est lancé à sa poursuite pour dissiper le désarroi. Le lendemain, Séchi semblait quelque peu découragé alors qu'il prenait son petit déjeuner avec Sarah, et quand lorsqu'on lui a demandé ce qui s'était passé, il a découvert qu'Arthuria maintenait une distance stratégique avec lui. En réaction, Sarah lui a dit de ne pas stresser car elle est convaincue qu'Arthuria ne le déteste pas. Et quand il lui a demandé ce qu'elle devait faire pendant la journée, elle a répondu qu'elle devait aider à la maison de transition. Alors Séchi expliqua qu'il progressait pour faire le tour de la ville et accumuler des données. Après s'être isolé de Sarah, Séchi est allé à la société pour demander à Gustlé et à eux s'ils avaient des données sur presque toutes les évasions importantes survenues récemment, et il a demandé cela dans l'espoir de retrouver ses compagnons qui avaient été envoyés dans ce monde. Des compagnons qui ne sont pas amis, n'est-ce pas? En réaction à cela, le chef de la guilde lui dit qu'il avait entendu parler d'une nation voisine qui faisait une invocation de quelques héros. Tout cela pour combattre le maître démon qui vient d'être restauré, et à part ça, il ne savait rien d'autre. Mais le chef de guilde lui a dit de consulter la bibliothèque
royale pour plus d'informations. Cela dit, Gutsley sortit une carte de son maillot de bain et la tendit à Seid et semblait avoir peur de mourir à cause de l'odeur. Dans l'Empire Kaiser, le roi et son conseiller parlaient des héros qu'ils avaient invoqués et le roi se plaignait du fait que ces héros ne pouvaient toujours pas participer aux batailles réelles. Ensuite, son conseiller lui proposa d'inscrire les héros dans une certaine école de magie magique. Selon le gars, il dominerait facilement cette école et obtiendrait également tous les meilleurs classements. Ainsi, il montrerait leur puissance à toutes les nations. Le roi s'inquiétait de l'échec du plan. Mais le conseiller a déclaré que puisque les héros sont encore des enfants, ils peuvent être facilement manipulés. Le roi a ensuite demandé comment il envisageait de procéder et il a expliqué qu'il demanderait aux héros de porter des bracelets de servitude afin de garantir qu'ils ne leur désobéiraient pas. Pendant ce temps, le Seid n'a pas pu obtenir d'informations utiles auprès de la bibliothèque royale. Alors, il est parti explorer la ville. Alors, il a parlé à une jeune fille avec des oreilles de chien qui vendait des tableaux et quand il lui a demandé combien il coûtait, la fille, au lieu de dire le prix, a été surprise parce que personne ne lui avait proposé de lui acheter quoi que ce soit auparavant. Après cela, avec l'achat en main, il s'est rendu compte qu'il avait faim et a suivi l'odeur de la nourriture jusqu'à ce qu'il arrive à un café caché dans une ruelle. Avant d'entrer, il pria pour que l'endroit ne soit pas rempli de pervers et de cinglés comme la guilde, et à l'intérieur, il ne trouva que deux personnes, un homme aux cheveux blonds et le barman qui l'accueillait. Seid dévora la nourriture qui se trouvait devant lui comme un animal sauvage et l'homme blond se moqua de son comportement puis se présenta comme étant Hans. Le nom de ce type sonnait un peu oriental et Seid trouva cela un peu étrange mais il décida de suivre l'intrigue de l'histoire. Hans l'a ensuite présenté au barman Nord qui est également propriétaire du café. Pendant ce temps, Artoria était assise avec Adriana dans son jardin. Pendant qu'il parlait, Adriana lui a dit d'admettre qu'elle était amoureuse de Seid et Artoria, émue et les yeux pleins de larmes, a dit qu'elle voulait laisser Seid l'aimer. Et de retour au café, Nord a déclaré à Seid que si un homme mettait une bague au doigt gauche d'une femme, il lui promettait son amour éternel et il a également dit que s'il essayait de l'enlever ou même essayait de dire que c'était une erreur, il serait castré. À ce moment-là, Seid a commencé à réfléchir, imaginer à quel point ce serait triste de se faire trancher une aubergine et il ne voulait visiblement pas cela. Ainsi, Hans lui a suggéré d'épouser Artoria, mais Seid a hésité et Nord a pensé que notre héros avait déjà une autre fille en tête. Ainsi, Hans a été clair dans ses conseils et lui a dit d'être ouvert d'esprit et de créer bientôt son propre harem. Et avant que Seid ne parte, Nord lui a dit de préciser ses intentions et de s'excuser si nécessaire. Et après son départ, Nord a dit à Hans de faire attention à ne pas s'exposer. Seid se rendit à l'orphelinat pour chercher Serea et trouva Artoria qui le cherchait. Il voulait lui expliquer son intention en lui donnant une bague et s'excuser, mais notre grand garçon est trop lâche pour ouvrir la bouche. Et quand il se redressa enfin et essaya de parler, elle l'arrêta avec un baiser. Elle a dit qu'elle savait qu'il ne lui avait pas donné la bague parce qu'il avait des sentiments pour elle, mais elle s'en fichait parce qu'elle était amoureuse de lui. Et maintenant, Seid était déchiré entre rester fidèle à sa femme Gorilla et céder aux sentiments de la gênante Artoria. Et avant qu'il puisse répondre, Serea est apparue et a dit que cela ne la dérangeait pas de partager Seid avec d'autres personnes. Après tout, il est normal qu'elle ait plusieurs femelles rassemblées autour de Malfort. Elle a dit à Seid d'accepter Artoria et il n'a pas perdu de temps pour lui dire qu'il l'aimait aussi. Ils se sont embrassés et Serea les a serrés dans ses bras et a également commencé la naissance de ce magnifique harem. Après cela, le maître de guilde a poussé ses hanches vers le visage de Seid pendant qu'il mangeait et en réponse à cela, Seid a dit que le maître pouvait parler sans le lui mettre au visage. Et continuant à communiquer, le gars conseilla à Seid d'acheter un cheval puisque tout aventurier de haut rang devrait avoir un cheval. De plus, il sortit à nouveau une carte de son short et Seid finit par acheter un cheval tout seul. Serea et Artoria avaient autre chose à faire. Lorsque Seid est arrivé sur place, l'ancien propriétaire des lieux a demandé s'il voulait un cheval pour la coupe royale. Il a expliqué qu'il s'agit d'une course autour des murs de la ville et qu'en raison de la nature de la course, les vainqueurs finissent par recevoir des prix très coûteux. Et en montrant à Seid la collection de chevaux qu'il avait pour les courses, Seid se demandait pourquoi cet homme montrait des chevaux de course alors qu'il ne voulait pas participer à cette coupe royale. Mais le gars ne voulait même pas savoir. Il continua à montrer ses montures à Seid jusqu'à ce qu'il arrive de nulle part sur un âne violent qui détestait tout le monde. Et visiblement l'âne s'est mis à violer son propriétaire. À ce moment-là, Seid se demanda ce que disait cet âne et il acquit immédiatement la capacité de comprendre toutes les langues. Ainsi, il comprit ce qu'elle disait, alors il ouvrit la bouche et l'appela avec une grande langue. Et lorsqu'elle se rendit compte que Seid était compréhensif, elle répondit en lui disant d'entrer dans son enclos. Et dès qu'il est entré, elle a essayé de lui donner un coup de pied, mais il l'a esquivé facilement et elle a réessayé, mais il lui a attrapé les pattes arrière. Finalement, elle a abandonné et s'est excusée auprès de lui, puis a déclaré qu'il était la personne qu'elle avait attendue toute sa vie, quelqu'un qu'elle ne pouvait pas battre. Elle s'est présentée comme étant Lulune et Seid a dit au propriétaire qu'il voulait l'acheter. Alors, avant qu'il ne quitte cet endroit, Lulune s'y est rendue et a encore donné un coup de pied à l'homme au visage. Après cela, Lulune était très excitée, après tout, elle quitte les écuries pour la première fois de sa vie et tout ce qu'elle voit maintenant est fascinant. Seid lui a acheté de la nourriture et elle lui a demandé si elle pouvait en acheter davantage après avoir fini. Et alors qu'il se promenait dans le marché, Seid a vu quelqu'un parler à une fille qui devait se raser. Cette personne est allée là-bas et a acheté un tableau et Seid est allé là-bas pour voir ce qui se passait. La jeune fille le reconnut donc immédiatement et le remercia de lui avoir acheté un tableau. Et l'homme qui lui parlait reconnaissait à peine Seid. Il a dit qu'il participerait au concours
concours de peinture caritatif qui aura lieu un mois après la Royal Race. Cependant, la jeune fille a déclaré qu'elle n'était pas assez talentueuse pour participer à ce concours, mais a reçu la réponse que puisque Saïd avait déjà acheté son tableau, cela signifiait qu'il avait reconnu son talent s'il avait acheté certains de ses tableaux, et il a dit non. Et ce qui l'a choqué, c'est que Saïd n'avait jamais vu ses peintures auparavant. Alors il lui en montra un. Lulune et Saïd ont jeté un coup d'œil à l'horrible tableau et ont dit qu'il ressemblait à un triangle, et pendant qu'il se vautrait de honte, Saïd a demandé à la fille qui était ce type. Le jeune homme s'est donc présenté comme le fils aîné du duc, Berger, puis il a recommencé à supplier sa mère de participer à la compétition, et avant qu'elle puisse répondre, Saïd lui a dit qu'il rejoignait la coupe royale, et il a dit que si elle a terminé première, elle devrait aussi essayer de participer au concours de peinture. À ce moment-là, elle a révélé que la coupe royale était dangereuse et lui a demandé de ne pas avoir peur. En réponse, il a alors admis qu'il avait peur, mais que s'il n'essayait pas, il ne surmonterait jamais rien. Et lors de cette conversation, il a été mentionné que le prix de la 5e place de la course était un poisson gigantesque, et c'est ainsi que Lulune a entendu cela. Elle était très excitée. Le jour de la Royal Cup, avant le départ de la course, l'annonceur a présenté les prix à gagner. Le deuxième prix était de prendre des photos avec le capitaine des Valkyries, ce qui a fait crier la foule, et le grand prix était le billet pour passer une journée entière avec les Valkyries. Tout cela n'intéressait pas Lulune, car ce qu'elle voulait vraiment, c'était la 5e place, qui était un poisson gigantesque. À proximité, nous avons vu que la mère était venue voir Saïd et elle lui a également demandé d'abandonner la course car tout cela est très dangereux. Mais en bon sage, il lui a fait un discours sur le fait que tout le monde avait peur du premier pas et que les gens ont besoin de quelqu'un pour les pousser. Il lui a alors dit que c'était Saria qui l'avait aidé à faire ses premiers pas. Après cela, les règles ont été expliquées et la course a commencé. Tout le monde est parti sur ses chevaux, sauf ceux qui avaient des chevaux inutiles, qui sont morts parce qu'ils ont été surpris par le bruit du pistolet de départ. Malheureusement, Lulune et Saïd prenaient du retard car Lulune avait faim et n'avait pas l'énergie de courir. Ainsi, Saïd vérifia sa poche et trouva un fruit de l'évolution. Alors il s'y rendit et donna cela à manger à l'âne. Et au fur et à mesure que la course avançait, les concurrents usaient de toutes sortes d'astuces pour rester en tête. L'un des concurrents a sonné dans un corps, ce qui a fait apparaître une meute de grands loups, et un grand loup infernal a bloqué le chemin des autres participants. Et alors que l'annonceur s'apprêtait à annuler la course, Lulune dévalait la route à toute vitesse. Saïd lui a demandé de ralentir, mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas se contrôler. Elle sauta par-dessus les autres concurrents et atterrit au milieu des grands loups. L'effet du fruit était si fort que son atterrissage faisait voler tout le monde dans des directions différentes. Le loup infernal a essayé de l'attaquer, mais il semblait que le fruit lui avait donné une force qu'elle n'avait pas, et d'un seul coup de pied, elle l'a renversé. Les autres concurrents ont eu peur de les contrer et ont abandonné la course. Lulune a couru jusqu'à la ligne d'arrivée et ils ont été déclarés vainqueurs. Arthur et Saria étaient au milieu de la foule, rayonnant, plein de fierté envers leur homme. Et la seule personne qui n'était pas contente de leur victoire était Lulune, parce qu'elle voulait le poisson, et Saïd essayait de la réconforter. Ils étaient là tous les deux quand soudain Lulune se mit à briller. Et c'est à ce moment qu'Arthur et Saria apparurent, et leurs bouches s'ouvrirent en regardant Lulune, qui s'était transformée en humaine. Saïd fut un peu excité par la vision qu'il eut, et finit par avoir un saignement de nez, dès qu'elle le serra dans ses bras avec son corps humain. Confuse, Lulune demande à son maître ce qui se passe, et Saïd tente de lui expliquer. Arthur et Saria se sont également approchés de lui et lui ont demandé ce qu'il faisait, mais avant qu'il puisse expliquer ce qui se passait, que tout cela n'était qu'un malentendu, elle l'a frappé au visage. Puis Saïd lui dit que la femme lunaire est en réalité Lulune, qui a changé parce qu'elle a fini par manger un fruit de l'évolution. Arthur et Saria ne le croient pas et lui disent de trouver un meilleur mensonge. Cependant, Saria s'y rendit et lui dit que c'était vrai, mais Arthur lui dit d'arrêter d'essayer de défendre cette personne inutile. Saria n'a donc eu d'autre choix que de se transformer en singe juste devant elle. Elle n'en croyait visiblement pas ses yeux et faillit s'évanouir, mais à la place, elle dit à Lulune de la suivre. En ville, elle trouva un magasin de vêtements et ils achetèrent des vêtements pour Lulune. Alors qu'ils discutaient dans le magasin, deux Valkyries sont venues emmener Saïd. Ils lui ont attaché les mains avec un sort et lui ont demandé de les suivre. Pendant ce temps, dans le royaume des démons, tous les capitaines des différentes divisions de l'armée du Seigneur Démon étaient réunis dans une salle de conférence, et pendant qu'ils dialoguaient entre eux, la fille du Seigneur Démon entra, et après les avoir remerciés d'avoir répondu à leur convocation, elle expliqua qu'elle les avait convoqués car elle souhaitait discuter d'une éventuelle alliance avec le royaume humain. Les capitaines étaient choqués et ne voulaient pas l'accepter, et évidemment tout le monde lui demandait pourquoi elle voulait faire la paix avec les sales humains qui les persécutaient toujours. Ils ont rappelé à la jeune fille que c'était les humains qui avaient enfermé son père, mais elle a répondu en disant que c'était une raison de plus pour eux d'unir leur peuple, et en continuant à parler, elle a dit que le royaume Windbird essayait déjà de se faire des amis. Point avec les démons. Non seulement cela, elle a reçu des informations selon lesquelles il existe un humain très puissant qui a vaincu le dieu dragon, et cet humain est du royaume des oiseaux du vent, et selon les informations dont elle dispose, le dieu dragon noir a été vaincu par un humain appelé Sei. Elle dit également que les deux hommes s'étaient battus équitablement et que le dragon avait perdu. Puis elle se souvint de la prophétie selon laquelle si les démons unissaient leur force à celle des humains, une grande calamité s'abattrait sur eux tous, et en réponse à tout cela, la fille du roi des démons a dit que si cela se produisait, elle abandonnerait sa propre tête. Ce sale cochon d'homme a continué à insister là-dessus, et l'un des capitaines lui a dit de se taire et de suivre les ordres de son maître, sinon il serait décapité sur le champ. Certains des autres capitaines ont accepté et l'ont également menacé, faisant ainsi trembler cet ennuyeux type. Il s'enfuit donc, mais pas avant de dire
dire qu'il regretterait d'avoir rejoint les êtres humains. C'était que la guerre entre les humains et les démons allait prendre fin, et la fille du roi démon les remercia tous. Pendant ce temps, seul dans la salle du trône, ce sale type craignait que ses plans ne soient ruinés. Mais il réfléchit un moment puis dit que personne ne pourrait l'arrêter, et il se mit à rire comme un fou. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'écran, les Valkyries emmenaient Séid dans leur château, et lorsqu'il leur demanda pourquoi elles l'avaient emmené là-bas, elles répondirent qu'en tant que vainqueur de cette course de chevaux, il avait gagné le droit de passer la journée avec elles. Ils l'ont donc emmené au camp d'entraînement où le capitaine Louise et d'autres Valkyries suivaient un entraînement. Séid les observa et fut impressionné par leur habileté, et ce qui le surprit le plus fut que même avec son sixième sens, il ne pouvait pas suivre les mouvements de Louise. Et en voyant notre grand garçon là-bas, Louise s'est approchée de lui et s'est présentée à Séid avant de lui mettre une épée à la main, puis elle lui a dit qu'ils allaient faire une simulation de combat. Pendant ce temps, les camarades de classe de Séid ont été téléportés dans une école de magie folle et ils y sont à peine arrivés avant d'être défiés dans une simulation de bataille. Et une fille et un ancien partenaire de Séid, figurant, s'y sont rendus et ont refusé d'y participer. Alors les gens qui étudiaient déjà dans cette école ont essayé de les intimider, mais elle est allée là-bas et a giflé l'un d'entre eux, leur conseillant de faire attention avec elle. Puis de retour sur le terrain d'entraînement, Louise a attaqué Séid, mais il l'a esquivé facilement et elle a été surprise, mais Séid lui a assuré que ce n'était pas aussi facile d'esquiver qu'elle le pensait. Puis elle dit qu'elle utiliserait toutes ses forces lors de la prochaine attaque et lança une série d'attaques contre lui, mais il réussit à esquiver toutes les attaques, et alors qu'elle était sur le point de lancer sa dernière attaque, qui le frapperait, Séid a acquis de nouvelles compétences, a facilement esquivé l'attaque et a retiré l'épée de la main de Louise, provoquant le choc des Valkyries présentes, car elles ne pouvaient pas croire qu'il avait vaincu leur capitaine dans une poursuite. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Séid lui-même ne pouvait pas croire ce qui s'était passé, car son corps avait bougé tout seul. Louise devint très excitée et demanda si Séid pouvait devenir son maître et prendre soin d'elle. Sortie de nulle part, une autre Valkyrie demanda à Séid de l'accompagner, car elle avait quelque chose à lui dire dans une autre partie du château. Au même moment, le roi s'apprêtait à prendre un bain, mais il ignorait qu'un assassin le surveillait à travers un trou dans le plafond, et revenant vers Séid, la Valkyrie qui l'avait fait sortir de la salle d'entraînement lui dit que Louise était née sans aucune magie ni capacité, mais Séid pensait qu'elle mentait parce qu'il venait de la combattre. Puis elle révéla que Louise était capable de recréer n'importe quelle technique d'escrime qu'elle voyait, et Séid trouva ce talent impressionnant, et la Valkyrie devant lui s'y rendit et dit que la personne qui pouvait égaler Louise était le paladin noir. Et avant de continuer à parler, le chevalier a supplié Séid de devenir son maître, et elle a également dit que trouver quelqu'un de fort comme lui l'avait sauvé, et voyant qu'il était confus, elle a expliqué qu'à cause de son talent, les gens avaient peur d'être son ami. Donc elle était seule et n'avait personne à qui parler d'amis, et Séid pouvait s'identifier à elle, car lui aussi avait une vie triste, misérable et solitaire, sans aucun ami. Il a donc accepté de devenir le professeur de Louise, alors elle l'a remercié, et il a dit qu'il n'était pas sûr de pouvoir bien lui enseigner, mais elle lui a dit de ne pas s'inquiéter, car elle copierait simplement tout ce qu'il faisait. Et quand Louise leur a dit d'aller s'entraîner, ils ont entendu un cri et ont couru enquêter. Ils virent une servante qui lui dit que quelqu'un avait attaqué le roi, et Louise demanda rapidement à Séid de retourner chez elle, mais il dit qu'il voulait l'aider. Cependant, les Valkyries refusèrent son aide. Mais, au lieu de faire ce qu'on lui disait, Séid s'y rendit et utilisa une autre de ses compétences pour localiser le coupable, et il découvrit ainsi que le tueur n'était qu'un enfant, et même en suivant les mouvements du tueur, il vérifia ses statistiques, et j'ai découvert qu'elle s'appelait Olga Kalmeria et qu'elle n'avait que 8 ans. Il a également appris qu'elle était réduite en esclavage et lorsque le tueur est descendu du toit, le Séid l'a confrontée. Elle a essayé de le tuer, mais il a facilement pris les couteaux qu'elle avait emportés et agissant par réflexe en raison de ses capacités, il a réagi à tout ce qu'elle faisait et ainsi la petite fille a fini par être capturée. Mais elle s'est libérée et a tenté de l'attaquer à nouveau, mais Séid a continué à esquiver avec aisance. Il se demandait pourquoi un si jeune enfant était contraint de devenir un meurtrier. Alors il essaya de lui demander, mais elle ne lui en laissa pas l'occasion de le faire. Il a donc fini par l'assommer. Puis Louise et les Valkyries entrèrent, et lorsqu'elles virent l'enfant, elles demandèrent à Séid si c'était elle qui avait attaqué le roi, et il répondit oui. Alors Louise a convoqué une Valkyrie pour pouvoir interroger cette fille, et Séid n'était pas convaincu que cette Valkyrie pouvait vraiment faire ce travail, mais Louise lui a assuré qu'elle était la meilleure, disant qu'elle maîtrisait toutes les techniques d'interrogatoire, et en entendant cela, Séid réalisa qu'il avait déjà tout appris dans ce monde, sauf comment interroger un prisonnier. Après cela, Séid a demandé comment allait le roi, et Louise lui a dit qu'il ne se réveillerait pas parce que le couteau utilisé par la fillette de 8 ans était maudit, et la malédiction qui y était incorporée était le sommeil éternel. Elle a dit que quiconque maudit par le sommeil éternel ne se réveillerait jamais, et Séid lui a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour l'aider. Il demanda donc à être conduit chez le roi, et dans la chambre du roi, Séid fut surpris de voir que le roi était Hans, l'homme qu'il avait rencontré à la cafétéria. Là, Louise présenta Séid au chef de la division magie, qui se trouvait être son frère. Il a dit à Séid qu'ils avaient utilisé la magie de guérison sur la blessure, mais qu'ils n'avaient pas pu retirer la malédiction, et les Valkyries étaient inquiètes, car elles pensaient qu'elles étaient incapables de sauver le roi. Alors ils ont demandé à Séid d'aider à sauver le roi, et comme il a la capacité de créer de la magie, il a essayé de créer un sort pour guérir le roi, et pendant qu'il essayait de visualiser ce qu'il voulait avec le sort, l'esprit de Séid n'y parvenait pas, je ne trouvais rien d'utile. Alors tout ce qu'il a fait, c'est dire au gars d'aller mieux. Il n'arrêtait pas de répéter ces mots, et accidentellement les demanda à voix haute à Séid, et c'est à ce moment-là que tout le monde réalisa qu'ils avaient
avait remis la vie du roi entre les mains d'un idiot. Heureusement pour Saïd, sa capacité s'est activée à ce moment-là et a effectivement créé de la magie, ce qui a permis au roi de s'améliorer. Saïd n'a rien compris, mais ce qui compte c'est que la magie est opérée. Le roi se réveilla et fut surpris de voir Saïd là-bas, et le magicien de la cour s'y rendit et dit au roi que Saïd était celui qui l'avait sauvé, annulant la malédiction qui avait été placée sur lui. Le roi le remercia et lui promit de lui donner une récompense, mais Saïd refusa, ce qui poussa Louise à lui demander d'abandonner son attitude de gentil et de demander quelque chose qu'il voulait. Pendant ce temps, dans l'Empire Kaiser, tout le monde parlait des héros. Ensuite, le roi a déclaré qu'il avait envoyé ses nouveaux esclaves à l'Académie de magie afin de pouvoir intimider les autres nations. Et à l'Académie de magie, la plupart des étudiants se disputaient avec les héros et ils discutaient du fait que les héros étaient les personnes les plus détestées de toute cette académie. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'écran, Louise s'est approchée pour demander comment se déroulait l'interrogatoire, mais la jeune fille a avoué qu'elle ne pouvait rien tirer de la petite fille de 8 ans et après cela, ils ont commencé à parler de comment Saïd avait été très calme et très magique lorsqu'il l'avait dit au roi pour lui permettre d'apprendre la magie et le maniement de l'épée auprès des Valkyries en guise de récompense. Après tout, pourquoi un gars aussi fort que lui, tant en termes de magie que de force et de compétences physiques, voudrait-il apprendre quelque chose d'eux? Pendant ce temps, à l'extérieur du château, dans un bain public, se trouvaient Sarah, Arturia et Lulu, et Arturia demanda si les deux n'étaient pas inquiets pour Saïd qui n'était pas encore revenu. Mais les deux étaient très calmes, car Saïd est très fort. De plus, Sarah disait qu'il pouvait tout surmonter, tandis qu'Arturia était pleine de jalousie, imaginant Saïd faire des choses impures avec les Valkyries. Au même moment, dans les toilettes du château, le roi Hans disait à Saïd que son rêve était de construire des toilettes publiques où tout le monde pourrait se baigner ensemble. Tout cela parce qu'apparemment tout le monde dans le royaume serait pareil, tant qu'il aurait de la lumière dans une baignoire. Pendant ce temps, dans l'Empire Kaiser, on demandait au roi pourquoi il avait envoyé les héros à l'académie. Après tout, il y a des gens forts là-bas, et quelque chose de mauvais pourrait arriver à leurs héros. Mais le roi dit qu'il s'en fichait si quelque chose de grave arrivait, celui qui mourrait serait faible, et ceux qui survivraient seraient forts, et que leur devoir était de le suivre. On demanda alors au roi ce qu'il ferait si les héros se retournaient contre lui. Ensuite, le conseiller du roi a déclaré que cela n'arriverait jamais, car il avait lui-même transformé tous les héros en esclaves et que ceux qui tenteraient de cesser d'être esclaves mourraient. À ce moment, une flèche traversa la fenêtre, se dirigeant vers le roi. Mais elle fut arrêtée par celui qui posait des questions. Il dit donc au conseiller de s'occuper du roi pendant qu'il poursuivait l'assaillant. Et profitant de l'occasion alors qu'ils étaient seuls, le conseiller du roi dit au gars qu'il avait entendu dire que les démons et le roi de Wimbourg avaient formé une alliance, et il dit au roi que c'était une insulte envers lui, puisqu'il était se préparant à partir en guerre contre les démons. Alors le roi s'est contenté de rire de tout cela, il a dit qu'il avait déjà envoyé un assassin pour s'occuper du roi de cet autre royaume. Et bien, après avoir attendu Saïd si longtemps sans que rien de sa part ne se présente, Azaria, Artoria et Alulune sont finalement allés vers elle, et Artoria mourait d'envie de battre les Valkyries pour avoir pris son mari. En arrivant là-bas, on leur a demandé qui elles étaient, alors elles se sont présentées comme les épouses de Saïd. Pendant ce temps, dans la salle d'interrogatoire, la fillette de 8 ans était attachée et elle allait subir une autre séance de torture. Et la torture qu'elle subissait était assez terrible, elle était taquinée par l'odeur de la nourriture alors qu'elle avait très faim. Cependant, de l'autre côté de la porte, il y avait une personne qui voulait savoir quel genre de torture se déroulait, alors la porte s'est ouverte. Et quand la personne a vu à quel point la torture était horrible, le jeune de 8 ans, la vieille fille a fini par être relâchée et il a même reçu de la nourriture pour manger autant qu'il voulait. Et quand la petite fille a fini son repas, tout le monde a commencé à parler du collier de bondage que porte la fillette de 8 ans. Ce collier oblige celui qui le porte à obéir aux ordres de la personne qui le lui a placé, et ce collier est la raison pour laquelle l'Auriga avait attaqué le roi. La question qui s'est posée à ce moment-là était donc, ne peuvent-ils pas retirer ce collier? Et la réponse est non, il est impossible d'enlever ce collier, sinon Auriga recevra une punition, ce qui sera un choc, qui la tuera instantanément, et découvrir cela a mis tout le monde en colère et se demande qui ferait un tel acte. Chose cruelle. De l'autre côté de l'écran, dans l'Empire Kaiser, le roi a reçu la nouvelle que l'Auriga était en panne, et il était furieux, mais la suggestion qu'il a reçue était de ne pas s'inquiéter, car la petite fille porte toujours le collier. Alors le roi a demandé si le gars allait la forcer à se suicider, et il a dit oui, et le roi lui a dit de le faire rapidement. Et de retour dans le royaume de Wimbourg, on a dit au roi que personne d'autre que la personne qui avait mis le collier à la fillette de 8 ans ne pouvait l'enlever, et on lui a également dit qu'il n'y avait pas de formule magique pour faire face à cette situation. CJ a donc décidé de créer un sort qui supprimerait cette malédiction, mais il ne pouvait rien visualiser correctement. Et face à l'expression de douleur de la jeune fille, il a promis de la libérer, et c'est alors qu'il a eu une image de liberté dans son esprit, et la vision de la liberté qu'il a fini par avoir était celle d'Abraham Lincoln, et sans le vouloir, il l'a projeté et il est apparu dans la pièce en chantant le mot free, et c'est ainsi qu'a été créé le nouveau sortilège de libération du nom de l'ancien président décédé des États-Unis pour lever la malédiction de l'Auriga. Et quand on lui a dit qu'elle était désormais libre, elle s'est mise à pleurer, tout le monde était content et CJ l'a serrée dans ses bras. Tout cela alors qu'Artoria ne pouvait pas croire que quelqu'un puisse faire quelque chose d'aussi cruel envers une petite fille. Et malgré ce qui se passait, Luna était occupée à manger les restes, car la seule chose qui compte pour elle c'est la nourriture. Auriga-chan leur a déjà dit que dans l'Empire Kaiser, le clan des bêtes est persécuté. Elle a expliqué que tous les adultes avaient été emmenés dans un camp de concentration, tandis que les enfants étaient entraînés à devenir des tueurs. Elle a vécu toute sa vie en tant qu'assassin pour l'Empire
Kaiser et a admis qu'elle avait tué de nombreuses personnes depuis que ce collier lui avait été placé. Elle a affirmé qu'elle n'avait de valeur qu'en tant qu'assassin et rien de plus, mais sa main a été attrapée et on lui a dit qu'elle pouvait recommencer et que l'Empire Kaiser était en réalité mauvais pour avoir traité les animaux différemment. Et après que tout cela ait été dit, Seiji a relâché Braba et a dit à Auriga de devenir sa petite sœur. Il a dit que même s'il semble faible, il est en fait assez fort et de l'autre côté de l'écran, nous voyons ce sale cochon parler à Helios à travers un orbe et on a demandé à Kreis ce que faisait l'armée du Seigneur Démon. Et le Kreis lui a dit que même si la fille du roi démon avait changé tous les plans, il croyait toujours que tout son plan fonctionnerait et que tout se passerait bien. En entendant cela, Helios était heureux que ses plans fonctionnent et en profita pour faire sa part également. Et après avoir vu ces scènes, nous retournons au château du roi où Sari, Arturia et Lune font leurs propres affaires jusqu'à ce que Louise vienne à eux. Elle a demandé aux filles de protéger le roi pendant son absence et quand on a demandé à Louise où elle allait, elle lui a dit qu'elles avaient reçu un rapport du paladin noir indiquant que les monstres devenaient plus actifs près de la frontière. Par conséquent, les Valkyries aideraient le chevalier noir à faire face à cette situation et lorsque les Valkyries étaient prêtes à partir, tout le monde y allait pour lui dire au revoir, promettant qu'il s'occuperait des choses pendant leur absence. Et dans le château, tandis que Seiji déplorait à quel point il était devenu puissant et monstrueux, il entendit la voix de Gunslow. Il les remarqua également et quand Seiji demanda ce qu'ils faisaient là, il expliqua qu'ils étaient là pour voir le roi. Pendant qu'il parlait, Seiji se demandait pourquoi un maniaque qui aime être nu allait voir le roi. Et dans la salle du trône, le roi Hans accueillit Gunslow et les autres qui n'avaient pas quitté leur étrange comportement au sein de la guilde. Il s'avère que le roi Hans et eux tous sont déjà des amis de longue date et au fil de la conversation, Seiji a découvert que ses collègues sont dans une académie magique. Oui, les héros Izuke réparent beaucoup de choses, ils causent beaucoup de problèmes dans une académie de magie. Et lors de leur conversation, un chevalier vint les informer qu'une horde de monstres était apparue dans la forêt et qu'ils se dirigeaient vers la capitale. Et on leur a dit qu'il y avait environ 5000 monstres. Il a informé tout le monde qu'il y avait environ 5000 monstres et parmi eux plusieurs boss. Hans était inquiet, mais tout le monde lui disait de ne pas s'inquiéter car il avait ses Valkyries et le chevalier noir. Mais Hans lui a dit que vos puissants guerriers étaient allés défendre la frontière. Et là, à la frontière, Louise fut surprise par le nombre de monstres et pour aggraver les choses, un grand nombre arrivait encore. Alors Louise leur a suggéré d'utiliser une attaque totale afin qu'ils ne puissent pas s'en remettre. Elle mena ensuite ses Valkyries au combat. Et alors que la bataille faisait rage, elle fut informée que des monstres avaient envahi la capitale. Et depuis le royaume des démons, cet étrange type là-bas riait en regardant le chaos se dérouler dans le royaume des humains. Et tandis qu'il regardait les monstres approcher, Arthur avoua que durant toutes ces années d'aventurière, elle n'avait jamais vu autant de monstres. Cependant, Saria était enthousiasmée par l'opportunité de se battre à nouveau et Lune avait peur de ne pas pouvoir défendre la ville. Si cela se produisait, elle ne pourrait pas manger la nourriture qu'elle aime tant et qui n'est disponible que dans cette ville. Et en entendant cela, Seit ne pouvait pas croire que ce foutu idiot pensait à la nourriture à un moment aussi critique. Pour aggraver les choses, Luna rit comme une folle et a déclaré qu'elle se battrait pour le bien de toute la nourriture et maintenant tout le monde proposait d'aider la ville. Oui, même les autres cinglés de la guilde étaient présents. Alors que tout le monde était excité, ils ont attaqué les monstres et avant que Seit ne puisse les rejoindre, on lui a dit de rester derrière et de tout regarder. Ainsi, nous voyons que d'une manière ou d'une autre, le maître de guilde a utilisé la force de ses muscles pour abattre les monstres, tandis qu'il a utilisé son pouvoir pour attacher certains d'entre eux, puis utilisé son fouet de monstre. Dans cette guilde, tout le monde est vraiment fou, car regardez la façon folle dont ils battent les monstres. Parmi tout le monde, Claudia était la seule personne normale. Et dans toute cette confusion, même les Mohicans étaient là utilisant une technique étrange qui, selon eux, venait directement de leur clan. Malheureusement, à ce moment-là, Seit a été forcé d'admettre que tout le monde avait l'air vraiment cool, et pour Seit, cela a fini par être un moment révélateur de pouvoir, car le propriétaire du café était également là en train de se battre. Et le roi Hansa a fini par révéler que le propriétaire du café est un ancien assassin. Dans celui-ci, on voit Seiya abattre quelques monstres en utilisant son bras de gorille, et Artoria utiliser un sort de gel avant de tuer son adversaire, Lune utilisait ses puissants coups de pied, et la petite fille de 8 ans aidait également, et enfin, le sorcier de l'Empire est entré en action, utilisant un sort qui a fait pleuvoir le feu sur les monstres. Malgré toute cette puissance de combat, des monstres continuent d'apparaître, alors il a utilisé la Chaos Tornado pour les balayer. Voyant tout cela se produire, Seit se sentait optimiste quant à la bataille, mais malheureusement un autre rapport arriva, indiquant qu'une autre horde de monstres arrivait, cette fois étant une horde composée de boss, beaucoup plus grands que les précédents, et tandis qu'il regardait le démonstre approchant, tout le monde remarqua que cette horde était pleine de monstres de rang S. À ce moment-là, Seit se demanda s'il pouvait créer un sort pour vaincre tous les monstres, mais sa crainte en créant un sort et qu'il finirait également par éliminer ses amis. Et après avoir réfléchi à l'idée, il est finalement parvenu à une conclusion et a révélé son sort définitif pour mettre fin à tout. Il imagina un sort qui attaquait de haut en bas et agissait comme un jugement de Dieu. Il a appelé son nouveau sort jugement, mais après l'avoir activé, rien ne s'est produit, alors le Seit s'est agenouillé de honte. Puis, sorti de nulle part, Lady Justice leva son épée et prononça sa sentence, provoquant la foudre sur le monde, éliminant les monstres un à un, les anéantissant complètement. Lorsque la lumière atteignit Gutslow et Aeris, les squelettes acceptèrent la douleur en redemandant mais. Là, Seit vérifia les statistiques du sort et découvrit que ce sort ciblait ceux qu'il considérait comme mauvais. Ainsi, les monstres furent éliminés et tout le monde célébra la victoire. Sur ce petit gars qui observait tout depuis le royaume des démons s'est plaint, alors la loi de la justice
l'a également frappé avec son jugement, le laissant ressembler à un barbecue. Et maintenant que Seight avait vaincu de nombreux monstres, il recevait de nouvelles compétences, des objets issus de ses gestes mortels, mais il se plaignait car actuellement il n'avait plus besoin de compétences de triche. Le roi et tout le monde ont félicité Seight et lui ont demandé de continuer à utiliser ses pouvoirs pour défendre le royaume. Et dès que Han a quitté la loi, les filles sont allées rencontrer Seight et Artoria a demandé quel genre de magie il venait de faire. Ensuite, la fillette de 8 ans est également apparue et a attiré l'attention de Seight, lui rappelant sa promesse de lui caresser la tête si elle le faisait bien, et il s'y est rendu et l'a fait. À ce moment-là, d'autres personnes demandaient une tape sur la tête, mais Seight refusa immédiatement. Après cela, on a demandé à Seight ce qu'il ferait désormais de sa vie, s'il deviendrait enseignant, s'il vivrait une bonne vie, serait un noble ou quelque chose comme ça. Seight lui-même ne savait pas ce qu'il allait faire, alors un vieil homme a insisté pour qu'il aille à son académie de magie, mais Seight lui a répondu en disant qu'il devait protéger ses femmes et même le roi. Puis il apprit que tout cela pourrait être résolu si Saria s'inscrivait comme étudiante, et Artoria aussi. Selon le vieil homme, même l'une pourrait devenir étudiante ou instructeur d'arts martiaux. Malgré cela, Seight a refusé, mais les filles ont dit que tout allait bien, à condition qu'elles restent toutes ensemble. Il a donc accepté d'aller à l'école de magie au retour de Louise, et avant son retour, Seight a décidé d'emmener chacune des filles à un rendez-vous. La première était Lune, et leur rencontre s'était déroulée dans un restaurant, et la bimbo gourmande en a profité pour manger tout ce qu'elle pouvait. Puis il a fait sortir Artoria. Ensemble, ils sont allés au théâtre puis ont fait quelques courses, et leur dernier rendez-vous était avec Saria, mais elle a demandé si elle pouvait emmener la petite fille de 8 ans avec eux, car elle se sentait mal de la laisser seule. Les trois sont partis et ensemble, Seight et Saria ont regardé la petite fille jouer avec d'autres enfants, et Seight a remercié Saria d'avoir aimé un perdant comme lui, puis a dit qu'il l'aimait. Il a essayé de l'embrasser, mais les enfants ont remarqué que Saria pleurait émotionnellement et ont fini par traiter Seight de mauvais homme. Il a essayé de s'expliquer, mais les enfants se sont désintéressés de ce qu'il lui disait et lui ont demandé de jouer avec eux. En jouant, tout le monde a remarqué quelque chose qui flottait dans le ciel. Il y avait différentes images, et l'une d'elles était celle de Mai. Oui, à ce moment précis, le concours de peinture caritatif avait lieu, et Seight et les filles y sont allés pour le regarder avec beaucoup d'enthousiasme. Le maître de cérémonie a rapidement présenté les participants et leurs tableaux. Donc, tout s'est très bien passé, et la dernière participante était Mai, et elle était très nerveuse lorsqu'elle a révélé son tableau, et Seight a été choqué de voir qu'elle avait peint un chevalier coquette assis sur un cheval. Mais le gars n'était pas à cheval, mais à dos d'âne. Ensuite, elle a expliqué que c'était une peinture de l'homme qui lui avait donné le courage de participer à ce concours. Elle a révélé que le nom de ce tableau est Héros, car cette personne était en fait son héros. Ainsi, elle a remporté le concours et Seight l'a félicité pour sa victoire. Et maintenant, grâce à ses grandes compétences artistiques, elle reçoit une invitation à aller étudier là-bas, dans la ville d'art. Puis elle a dit au revoir et est partie avec Clay. Pendant ce temps, les Valkyries retournèrent finalement dans la ville et les Seight les rencontrèrent à la porte. Là, Luis lui dit qu'elle savait que Seight allait partir et lui révéla qu'elle voulait l'accompagner. Mais elle ne le peut pas, elle doit protéger son royaume. Elle lui a donc demandé de venir leur rendre visite quelquefois. Et de retour dans le royaume des démons, ce type laid, cochon et sale était allongé sur le sol avec un visage déprimé lorsqu'il reçut un appel de l'un des apôtres du Seigneur des démons. Pendant qu'il parlait, le Seigneur des démons demanda pourquoi il mettait si longtemps à le ramener. Et se recroquevillant comme un lâche, le vilain cochon l'informa que les apôtres étaient dispersés à travers le monde, essayant de rassembler le désespoir nécessaire pour le soutenir. Cependant, le Seigneur démon déclara que cela n'était pas suffisant et exigea qu'on lui offre davantage de désespoir, de mort et de malheur afin qu'il puisse revenir. Ainsi, l'apôtre leur a suggéré de visiter l'académie de magie car l'endroit regorge d'enfants doués ayant les enfants les plus doués du monde entier. Elle a dit qu'elle se suiciderait, elle a dit que tuer ses enfants entraînerait certainement un grand désespoir et tout le monde était d'accord avec cela. Et le lendemain, Seight et les filles quittèrent la ville pour se rendre à l'académie, après quoi leurs amis de la guilde ainsi que Heian et toutes les Valkyries vinrent leur dire au revoir. Ils l'ont remercié pour tout ce qu'il a fait et lui ont dit qu'ils attendraient son retour. Et sur le chemin de l'académie, on a demandé à Seight si la ville lui manquerait et il a répondu qu'il aimait cet endroit et tous ces gens bizarres et qu'il y reviendrait certainement un jour. Puis, alors qu'il s'apprêtait à arriver à l'académie, quelque chose tomba sur le toit de la voiture. Seiji regarda dehors et vit un homme habillé comme un super-héros. Et lorsqu'on lui demanda qui il était, il se présenta comme un héros de la justice et leur demanda de se souvenir de lui. Cependant, Seiji l'a simplement classé comme un autre cinglé.